Bonjour, donc on va voir maintenant la vidéo sur la relation pression-température. Alors je vais la faire en deux parties parce que c'est une assez grande vidéo, c'est-à-dire j'ai beaucoup de slides dedans. J'ai un PowerPoint qui est assez grand. Donc je vais le faire en deux parties pour pas que ce soit trop lassant, parce que les vidéos trop grandes, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est lassant. Donc j'aime mieux le faire, surtout pour étudier. C'est plus facile comme ça. Allez, on commence. La relation pression-température, module que vous voyez ici. Alors la pression au niveau de la mer, on l'a déjà vu, mais la pression que nous subissons est appelée pression atmosphérique. C'est celle que subit notre ballon à l'extérieur. Alors ça, je vais vous montrer après un ballon qu'on va gonfler avec de l'eau. Elle correspond à 1,0129 bar au niveau de la mer. Cette pression est appelée pression absolue. Nous pouvons aussi dire qu'elle correspond à 0 bar. Mais là, nous dirons que c'est la pression réelle ou relative. On emploiera souvent relative. Cette pression est celle que nous lirons au manomètre. Donc les manomètres frigorifiques, eux, ils vont nous indiquer 0 bar. 0 bar qui est la pression relative. Quand on voudra reporter les pressions sur le diagramme pour faire le cycle de Carnot, on devra rajouter un bar. Pourquoi? Parce qu'on est en relatif et sur le diagramme, c'est en absolu. Donc on rajoute un bar. On ne rajoute pas un bar, virgule 129, on rajoute un bar. La pression exercée par les liquides, les plongeurs savent que la pression augmente au fur et à mesure qu'ils descendent dans la mer et qu'elle finit par atteindre des valeurs capables de les écraser. Donc la pression de l'eau sur le corps va être énorme. Plus on descendra, plus la pression sera forte. Pour mettre une évidence ce phénomène, remplissons d'eau un tuyau dont l'autre extrémité comprend un ballon. C'est ce que je vous expliquais il y a 5 minutes. On constate que celui-ci change de volume, plus les niveaux d'eau montent dans le tuyau, plus le ballon augmente de volume. Donc ici, on a un récipient, on envoie de l'eau dans un tuyau qui va dans un ballon que l'on a mis à l'extrémité. Alors la densité de l'eau, elle est ramenée à 1000 kg par mètre cube, donc une tonne par mètre cube. Il y a une pression qui s'exerce à l'intérieur du ballon et qui est fonction de la hauteur de l'eau. Donc ici, plus on va mettre d'eau et la colonne qui est ici va appuyer pour faire gonfler ce ballon, on aura deux pressions. On aura la pression interne du ballon et la pression externe qu'on appelle la pression atmosphérique. Il y a aussi la pression atmosphérique à l'extérieur qui pousse sur le ballon. Maintenant, les formules, le poids volumique, on va parler de l'eau là. Le poids volumique du liquide considéré oméga s'obtient en multipliant la masse volumique du liquide par l'accélération de la pesanteur G, 9,81. Alors, on obtiendra des newtons par mètre cube pour le poids volumique. C'est la masse volumique multipliée par la pesanteur. Donc, la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube et la pesanteur, mètre seconde au carré, donc 9,81. Rho multiplié par G nous donnera le poids volumique. Pression exercée par les liquides. La pression exercée par une colonne de liquide de hauteur H est donnée par la formule suivante. La pression ici, on a vu que la pression dans les unités c'était le pascal. On a le poids volumique multiplié par la hauteur, donc c'est newton mètre cube multiplié par des mètres va nous donner des pascals. L'eau a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube, rho. Le poids volumique sera donc rho fois G, on obtiendra oméga. 1000 fois 9,81, ça on a déjà vu ces deux chiffres-là, ça nous donne 9810 newton mètre cube. Pression dans le ballon à une hauteur de 1,3 m, donc oméga fois H, donc c'est ça fois H, va nous donner la pression. 9810 qu'on a obtenu ici, multiplié par 1,3, ça c'est la hauteur, donc ça en mètres, 1,3 m, nous donne 12 753 pascal. Et comme on sait que 100 000 pascal est égal à 1 bar, ça nous fait 0,127 bar. On reverra encore cette formule de pascal bar souvent. L'évaporation, pression et température. Donc à une pression donnée, la température d'évaporation change également. Exemple, l'ébullition d'eau. Ça on a vu déjà avec la bouteille que j'ai mis en ébullition. À hauteur de 3000 mètres, on a 0,7 bar. Et 90 degrés, l'eau se mettra en ébullition. Puisque la pression a baissé au-dessus de l'eau, l'ébullition se met à température plus basse. Au niveau de la mer, on a vu qu'à 1 bar, 0,13, c'est 100 degrés. Donc ça, c'est notre base pour nous. Par contre, dans une casserole qu'on appelle soit cocotte minute, soit casserole à pression. Dans une casserole à 1,7 bar, on a 115 degrés. Donc quand on a 1,7 bar, 115 degrés, ça se met en ébullition, pas avant. La pression et la température d'évaporation vont de pair. Plus la pression est basse, plus la température d'évaporation va baisser. Relation pression-température. Pour chauffer de l'eau, nous sommes obligés de lui apporter de l'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie provoque une hausse de température et de pression interne à l'eau. La pression interne de l'eau augmente et va vaincre la pression externe, permettre aux molécules d'eau de se séparer, de se transformer en molécules gazeuses, qui, plus légères que l'air, s'échapperont du récipient. Relation pression-température, à 100 degrés avec la pression atmosphérique 1,0129, donc au niveau de la mer, donc l'eau se met en ébullition à 100 degrés.
degrés. À la pression de 0,7 bar, l'eau commence à s'évaporer à 90 degrés Celsius. Il faut savoir que plus on monte en altitude, moins la pression atmosphérique est élevée. Ce qui veut dire qu'à la montagne, l'eau va toujours s'évaporer au-dessous de 100 degrés. Donc ici, on a 0,7 bar de pression, l'eau se met en ébullition à 90 degrés. La pression externe est de 0,7 bar. À 0,2 bar, donc là on est à 2 bars, tout à l'heure j'avais mis 1,7, là c'est 120 degrés Celsius que l'eau se mettra en ébullition. Puisque là on est fermé, au fur et à mesure que l'eau va se mettre en ébullition, la pression va monter ici, et arrivé à un moment où la pression de l'eau sera plus forte que cette pression-là, ben, ça se mettra en ébullition. Donc à 120 degrés, ça correspondra. Bon, les courbes de valeur pression de l'eau, on démarre ici, on va comme ça, et ici on voit que la pression au niveau de la mer, elle est ici, plus ou moins. Là ici c'est des hectopascals. Bon, ça vous avez déjà entendu dans la météo qu'on parle souvent d'hectopascal. Hein. Donc ici, on voit que à 100 degrés, là c'est 1,013, on met 0,13 ou 0,129, ça dépend des tables que l'on rencontre. Vous voyez, ici on a 1000, mais on a un tout petit peu au-dessus. Hein. Par contre, ici à la montagne, on voit que l'ébullition va changer au fur et à mesure. Plus on va monter, plus l'ébullition sera plus basse. Et plus on va être sous pression, on va monter en température ici. On voit les températures qui montent ici et les hectopascals qui montent ici. Dans le vide absolu inférieur à 6,11, la glace s'évapore, on a sublimation à une pression de 1,27 hectopascal, l'eau sublime à moins 20. Le frigoriste doit évacuer toute l'eau de l'installation pour prévenir des dégâts. Donc ça on verra après, c'est la mise au vide des installations. Alors les gaz frigorifiques, la relation pré-température des fluides frigorigènes obéit exactement aux mêmes règles générales que l'eau. Plus la pression diminue dessus du liquide, plus la température d'ébullition sera basse. C'est exactement la même logique. On peut lire sur le diagramme qu'à 0 bar, la température d'évaporation du 134A est de moins 26,5 degrés Celsius et qu'à 4,7 bar, elle correspond à 20 degrés Celsius. Donc pour le 134A, chaque gaz aura des températures et des pressions différentes. On peut déduire que les gaz frigorigènes évoluent comme l'eau, mais à des valeurs différentes. Un diagramme de 134, relation pression-température du frigorigène 134, donc c'est son diagramme. On va voir après, au fur et à mesure, toutes ces lignes à quoi elles correspondent. Quand vous comprendrez les lignes à quoi elles correspondent, vous verrez, pour vous, ça sera plus facile. Donc ici, la première ligne que l'on voit ici, c'est quoi? On appelle ça une isobare. Pourquoi isobare? Parce qu'on a 4 barres ici sur toute la longueur et on ne change pas. Donc c'est une isobare. 3 barres, c'est pareil, et puis ainsi de suite. Les lignes verticales sont les enthalpies, c'est l'énergie que possède le gaz à ce niveau-là, et on voit que les différentes enthalpies suivant les lignes qui vont descendre. Donc c'est les lignes droites qui descendent directement sur ici. Pas les lignes comme ça, hein. C'est les pointillés là. Les lignes pointillées. Ça s'appelle, lignes verticales sont les isothalpes. Alors isotherme, c'est la température. Là on voit que c'est comme ça, donc c'est très spécifique. Donc la température par exemple, ici on est à peu près environ à 40 degrés, un peu plus que 40 degrés. Et là par exemple, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42. Et on retrouve ici 41, 42. Vous voyez, on retrouve la même température ici. Donc les courbes qui sont comme ça, c'est les températures qui sont là que l'on retrouve ici. Isochlore, donc ça c'est un volume constant. Donc c'est toutes les lignes rouges qu'on l'envoie ici. Isotitre, alors ça c'est l'isotitre, c'est quoi? Ça vient juste au bout ici. C'est les pourcentages entre vapeur et eau. Donc ici par exemple je suis à un niveau de on voit pas tellement bien, si on voit ici on voit beaucoup mieux parce qu'ici il y a tellement de lignes qu'on voit pas tellement bien ici. On est à 80% de liquide et 20% de vapeur. 20% c'est 10, 20, donc les pourcentages de vapeur sont ici, et ça c'est en liquide. On voit comme ça, liquide 80%, 20% vapeur. Isotitre, isentrope, donc c'est les lignes qui sont comme ça, donc ça veut dire, donc on n'aura pas d'échange vers l'extérieur. Compression, c'est une compression isentrope. Isobare, pression constante. Isenthalpe, enthalpie constante. Isotherme, température constante. Isochore, volume massique constant. Isotitre, pourcentage vapeur liquide constant. Isentrope, transfert de chaleur interne au gaz sans échange extérieur. Le fluide frigorigène est commercialisé dans des bouteilles prévues pour supporter la pression des gaz. Il faut savoir que la pression des bouteilles de fluide frigorigène varie en fonction de la température de l'air ambiant où se trouve la bouteille. Ces bouteilles peuvent être comparées à une cocotte minute avec soupape de sécurité tarée. L'énergie apportée par la température ambiante fait évaporer une partie du gaz où l'équilibre force interne du liquide et externe de la vapeur est atteint. Ici, on a une bouteille de liquide. Bon, il y a un tube plongeur à l'intérieur. Il y en a qui n'ont pas de tube plongeur, mais en général, il y a un tube plongeur. Ici, j'ai 25 degrés dans l'ambiance, ce qui veut dire que la bouteille est à 25 degrés. Donc, ma relation pression-température sera celle de 25 degrés.
Le gaz à l'état vapeur est au-dessus et mon liquide est en bas. Il est plus lourd que ma vapeur. Détente et évaporation. Placer une bouteille de 134 dans une ambiance à 20 degrés. Cette bouteille étant remplie de liquide vapeur, nous aurons une relation pression-température. Si on ouvre le robinet de la bouteille légèrement, il en sortira du réfrigérant liquide si la bouteille est équipée d'un tube plongeur. En sortant de la bouteille, les molécules liquides du réfrigérant se retrouvent subitement à une pression inférieure à celle de la bouteille. Le réfrigérant liquide au contact de la chaleur ambiante se met en ébullition et se transforme en vapeur. On a l'exemple ici. La bouteille est à 20 degrés, 4,7 bars. Là, ici, j'ouvre le robinet avec ce tube plongeur, j'envoie du liquide, le liquide s'évapore et il correspondra à moins 26,5 degrés Celsius. Pourquoi? Ça correspondra à la pression qui est ici, c'est la pression atmosphérique. Pression atmosphérique 1,0129 bars. Relation pression-température est liée. Le gaz va s'évaporer, il va refroidir mon thermomètre et avec du 134, je serai à moins 26,5 degrés Celsius. Voilà comment c'est fait. Dans cette opération, il y a eu changement d'état de la matière, passage de l'état liquide en vapeur, une chute de pression de 4,7 bars à 0 bars réel ou 1,129 bars absolu. Et une absorption de chaleur de l'enceinte où le gaz s'est évaporé. Si nous voulons que cette absorption se déroule dans une enceinte fermée afin d'y abaisser la température, il faudra canaliser le liquide dans un serpentin placé dans celle-ci. Alors ça sera dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Je vous montrerai tout le circuit frigorifique. Bon voilà, la vidéo est terminée. Donc je vous ai présenté la relation pression-température. Donc je vous ai expliqué comme avec l'eau. Donc l'eau, je vous ai montré les évolutions déjà dans l'autre vidéo précédente avec chaleur latente, chaleur sensible. Et là je vous ai présenté relation pression-température. On voit bien que si on change la pression au-dessus d'un liquide, sa température d'ébullition va changer. Nous, dans le circuit frigorifique, on va faire exactement la même chose. Qu'est-ce qui va aspirer? Eh ben, c'est le compresseur qui va aspirer les vapeurs qui vont se former au fur et à mesure et on va aspirer le plus bas possible pour avoir des températures de plus en plus basses suivant ce que l'on a besoin de faire. C'est comme ça qu'on fera notre circuit frigorifique. Je vous montrerai par la suite tous les éléments. Allez, à bientôt!